Et donc pour ce dernier exposé du CFO, on accueille Pierre Desfontaines qui va nous parler du hibou grand-duc dans l'Hérault. Oui, bonjour. Donc on va parler de la démographie du grand-duc à partir d'un suivi qui se poursuit depuis 50 ans dans le centre de l'Hérault. J'ai mis en exergue une phrase de Paul Giroudet qui résume bien l'image que l'on avait du grand-duc au début de cette étude. C'est d'un oiseau très rare, menacé, qu'on ne trouvait que dans la nature sauvage, les gorges inaccessibles, etc. C'était vrai à l'époque. La situation a bien évolué depuis. Les premières données que nous avons rassemblées datent de 1976 et proviennent des recherches coordonnées par Jean-Marc Cugnas. Ensuite, Jean-Pierre Serré et moi, nous avons suivi les couples d'un secteur défini en cherchant à assurer un suivi exhaustif, c'est-à-dire, entre autres, à contrôler régulièrement les sites inoccupés qui nous semblaient a priori favorables à l'installation de nouveaux couples. Par la suite, après mon départ, cause professionnelle, désolé, Jean-Pierre a continué à suivre certains couples et à rassembler les données transmises par d'autres observateurs. Quelques données ont pu être ajoutées en consultant le site Faune Languedoc-Roussillon. Le secteur des suivis est en grande partie celui que nous avions défini lors de notre suivi exhaustif, un peu élargi de quelques kilomètres, notamment vers l'est. Situé dans le sud de la France, au bord de la Méditerranée, il couvre une surface d'environ 2000 km². On peut le partager en deux secteurs bien distincts, l'arrière-pays d'une part au nord-ouest, la plaine littorale d'autre part, au sud-est, dans lequel nous incluons les petits massifs calcaires d'Aumelas et de la Gardiole. Ces deux secteurs sont bien différents l'un de l'autre. Le premier est peu peuplé, très accidenté, en grande partie recouvert de milieux fermés, forêts garrigues hautes. Le deuxième est au contraire très urbanisé, peu accidenté, constitué surtout de milieux ouverts, cultures et garrigues basses. Les proies disponibles pour le grand-duc sont représentées par ordre d'importance par le lapin, le surmulot, le hérisson, le lièvre et la perdrix rouge, le loir. Ces espèces proies sont toutes, à l'exception du loir, plus abondantes dans les milieux ouverts ou dans les secteurs les plus anthropisés. Les ressources alimentaires disponibles pour le grand-duc sont donc nettement plus abondantes dans la plaine que dans l'arrière-pays. Il en résulte un paradoxe. C'est dans l'arrière-pays que le grand-duc dispose du plus grand nombre de sites rocheux suffisamment accidentés et difficiles d'accès pour que la tranquillité de sa reproduction soit assurée. C'est dans la plaine littorale qu'il dispose des meilleures ressources alimentaires, mais il y est soumis à des risques de dérangement plus importants dus à la fois à l'importance de la densité humaine et à la plus grande accessibilité des sites de nidification disponibles. Ce qui a été noté tout au long de ces 50 années, et donc ce que nous pourrons comparer par période ou par secteur, ce sont les résultats de la reproduction, c'est-à-dire la localisation de chaque couple nicheur, leur nombre et le nombre de jeunes élevés jusqu'à l'envol. Nous avons rassemblé des résultats de la reproduction sur 71 sites de nidification. 543 nichés ont été contrôlés, dont 498 réussis, avec jeunes à l'envol. 669 jeunes ont été observés, ce qui donne une productivité de 1,95 jeunes par an et par niché réussi. Le premier graphique montre le nombre de nichés suivis par an. Pendant la période du suivi exhaustif, il a varié de 11 à 22, pour une moyenne de 15 nichés par an et sans tendance nette, ni à la hausse ni à la baisse. Nous en avions alors conclu que la population était stable sur le long terme, avec de fortes fluctuations d'une année à l'autre. On va voir ce qu'il en est aujourd'hui. Sur le deuxième graphique, on voit que la productivité varie autour de 2 jeunes par an tout au long du suivi, un peu plus, un peu moins, suivant les années. Pour évaluer l'évolution de la population, nous allons comparer la répartition du grand-duc sur 2 périodes, d'une durée égale de 25 ans. Les étoiles représentent les sites de nidification
découvert jusqu'à l'année 2000. Le Grand-Duc y était à peu près également réparti entre la plaine et l'arrière-pays. Dans la plaine littorale, on le trouvait surtout dans les petits massifs calcaires de la Gardiole et d'Aumelas. Maintenant, regardez bien, c'est là que ça devient intéressant. Les soleils représentent les sites nouvellement colonisés pendant cette deuxième période. L'augmentation du nombre de sites est spectaculaire. Le Grand-Duc est maintenant largement installé dans la plaine elle-même. Il a niché dans les grandes villes, Montpellier et Sète. L'augmentation réelle de la population est probablement plus importante encore. La présence du Grand-Duc a été signalée dans beaucoup d'autres endroits sans que la reproduction y ait été observée. Par manque d'observateurs, je pense. En chiffres, ça donne ça. L'augmentation du nombre de sites de reproduction entre la première et la deuxième période de 38 à 62, avec un net contraste entre les deux secteurs, puisque dans l'arrière-pays, le nombre a légèrement baissé, passant de 17 à 14, le nombre de sites de reproduction, passant de 17 à 14, alors qu'il a fortement augmenté dans la plaine, plus que doublé, passant de 21 à 48. La physionomie des sites de reproduction aussi a évolué. Les 38 sites de nidification de la première période étaient tous localisés en milieu naturel. Rochers la plupart du temps, le rocher étant parfois de petite taille ou remplacé par un talus ou un éboulis, mais toujours dans un secteur naturel et dans une zone de relief. Les nouveaux sites sont plus diversifiés, puisqu'on a trouvé des grands-ducs dans des constructions humaines, dans des carrières, et que même en milieu naturel, certains de ces nouveaux sites se trouvent aujourd'hui en dehors des zones de relief, sur un talus au bord d'une petite rivière de la plaine par exemple. Des constructions humaines avaient été visitées au début du suivi, des constructions qui répondaient à l'image que nous avions alors des sites favorables pour le Grand-Duc, genre ruines d'un château fort perdu dans la montagne. J'ai observé un swan de pleine lune, un Grand-Duc chantant, perché sur une tour en ruine, ça a de la gueule. Mais il nichait dans une falaise à quelques centaines de mètres de là. Maintenant, on trouve des nicheurs dans des constructions, souvent habitées ou exploitées, qui vont du mas isolé dans la plaine viticole aux grands bâtiments urbains. Des carrières ont commencé à être fréquentées à la fin des années 90. Oups, là je m'y perds, excusez-moi. Voilà, des carrières ont été fréquentées à la fin des années 90 sans que la nidification y ait été trouvée. Elle y a été observée quelques années plus tard, pendant la deuxième période. D'une période à l'autre, la productivité a baissé, passant de 2,01 à 1,81 jeunes par an. Cette baisse n'a rien d'alarmant pour une population en augmentation. Divers mécanismes bien connus peuvent l'expliquer. Mais la fermeture des dépôts d'ordures au début des années 2000 peut avoir joué un rôle en supprimant une manne alimentaire sous forme de surmulot qui profitait à certains couples. Les différences de productivité, passant de 2,01 jeunes à 1,75 par an entre la plaine et l'arrière-pays, sont plus significatives. J'en avais parlé en détail lors du colloque de Limoges en 2001. Le suivi exhaustif effectué alors permettait de montrer qu'en plus de la baisse du nombre de jeunes par an entre le littoral et l'arrière-pays, on pouvait également noter une diminution de la fréquence des reproductions. Beaucoup de couples de l'arrière-pays ne se reproduisant que de manière très irrégulière. La différence réelle du nombre de jeunes à l'envol est donc nettement plus forte que ne le montrent ces chiffres. Ce suivi a rassemblé des données d'origines diverses. En dehors de la période du suivi exhaustif, il suffit d'un suivi partiel auquel s'ajoutent des données d'origine opportuniste. Les conclusions qu'on peut en tirer sont donc à confirmer. C'est à dire d'experts qui, pour certains, ne sont pas très valables. Elles nous paraissent cependant très pertinentes, excusez mon manque de modestie. Forte augmentation de la population,
Glissement de la population de l'arrière-pays vers la plaine, d'un secteur de faible productivité vers un secteur de meilleure productivité, où les ressources alimentaires sont plus abondantes. On va faire une petite rétrospective historique. Le Grand-Duc était autrefois très pourchassé et n'avait pu se maintenir que dans les sites difficilement accessibles pour les humains. C'est ce que disait Paul Giroudet à l'époque. Il y trouvait des ressources alimentaires nécessaires dans un milieu ouvert où les lapins abondaient. Puis vient la déprise agricole et sa conséquence, la fermeture des milieux, ce qui entraînait une baisse de l'abondance et de la disponibilité de ses proies. À cela s'ajoutant l'arrivée de la myxomatose qui a décimé les lapins. Le Grand-Duc est alors entré dans une période très critique. On a pu craindre sa disparition. La protection a été instaurée et le Grand-Duc a pu s'approcher des implantations humaines où il a trouvé des ressources alimentaires nécessaires. Cela était déjà perceptible au début de ce suivi. Et c'est ce mouvement qui se poursuit aujourd'hui avec l'installation dans la plaine et la diversification des milieux utilisés. Bon, là, il faut que je remercie tous ceux qui nous ont aidés, soit directement en nous transmettant leurs observations, à Jean-Pierre ou à moi, soit indirectement en donnant leurs observations sur Faune Languedoc-Roussillon. J'ai ajouté une petite biblio. Alors, cette intervention est la dernière de ce colloque. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est une bonne chose. Le Grand-Duc était une espèce très rare, difficile à trouver et à observer, menacée de disparition. Il a suffi de la protéger et de cesser de la détruire pour qu'elle devienne avec le temps une espèce presque commune. Ça permet de terminer ce colloque sur une note plutôt optimiste. Merci Pierre. On a le temps pour quelques questions. Oui, merci pour la présentation. C'est juste une remarque. On observe la même chose dans le département de l'Ain, où on a maintenant beaucoup de Grands-Ducs qui nichent en dôme, qui nichent par terre en forêt, au bord des chemins, qui squattent des nids de cigognes, qui nichent parfois sur un rebord de fenêtre. Et alors qu'on imaginait que c'était une population qu'on trouvait que sur la partie est du département, dans les falaises, maintenant toute la plaine est occupée et il y en a vraiment beaucoup. Oui, c'est connu dans des tas de régions. D'ailleurs, Olivier, qui est juste devant vous, me l'avait dit il y a il y a une heure ou deux. Mais ce qui est intéressant dans le Languedoc, c'est qu'on voit que parallèlement à la colonisation de nouveaux sites de reproduction, des constructions, des petites zones rocheuses absolument minuscules, il y a un abandon de certains sites traditionnels, de grandes falaises, qui sont dans des milieux finalement qui ne conviennent plus à son alimentation et à sa reproduction. Ouais, merci pour cette présentation. Dans ce que j'ai évoqué juste avant avec la rolimicole, j'ai pas évoqué notre tueur en série qui s'est bien développé, qui nous pose pas mal de soucis. C'est effectivement le Grand-Duc qui niche maintenant très près des zones lagunaires et qui a fait des nettoyages d'îlots, en particulier sur les mouettes mélanocéphales ces dernières années. Et c'est vrai sur toute la façade. Hein, on a des cas sur tous les marais aujourd'hui. Depuis la Camargue jusque chez nous, et ça montre bien la capacité d'adaptation de ce super prédateur qui a trouvé une ressource alimentaire nouvelle avec le développement de ces colonies d'oiseaux aussi sur le littoral. Et c'est vrai qu'on on observe, on le voit sur les pièges photos, mais on n'a aucune solution à part constater qu'il est là, quoi. Oui, j'ai entendu dire qu'il avait aussi embêté les flamands, Camargue. Mais alors, c'est pas forcément des oiseaux nicheurs, parce que dans cette population, je pense qu'il y a une forte proportion d'erratiques, soit d'immatures, soit de jeunes adultes qui sont pas encore installés et qui peuvent évidemment aller partout, quoi. Merci pour cet exposé et cette image qui est vraiment impressionnante. Moi, je m'inquiétais pour une coupe de Grand-Duc dans une carrière qui est en train de se fermer juste au nord de Montpellier, mais en fait, j'ai pas trop à m'inquiéter, à vrai dire, visiblement. Il trouvera où se reporter, sans doute ailleurs, sans aller faire des actions en justice compliquées.
Bah oui, moi, bon, c'est une question qu'on me pose souvent. Si un grand-duc disparaît d'une carrière, on s'en fout en fait. Il y en a ailleurs. C'est pas. Justement, j'avais une question par rapport à ça. On voit une grosse évolution là du nombre de couples. Est-ce qu'on peut imaginer que on a un peu atteint la capacité limite là pour le Grand-Duc dans l'Hérault, ou est-ce que, au vu de sa capacité d'adaptation, on peut imaginer qu'il va coloniser des milieux où on s'y attend pas et qu'il peut encore y avoir plus de couples dans l'Hérault? Alors, est-ce qu'il a atteint sa population limite? C'est ce que je pensais en 2001. Je ne le pense plus. Entre autres, bon, il niche dans les endroits, il niche dans des masses. On a trouvé sa nidification dans un mas isolé au milieu de la plaine viticole. Des masses isolées au milieu de la plaine viticole, il y en a des dizaines, des centaines. On a trouvé sa nidification sur un talus au bord d'une petite rivière de la plaine. Pareil, il y en a des dizaines de sites comme ça. Sans parler des bâtiments en ville. Il en a fréquenté plusieurs dans Montpellier. Il en a utilisé 2 pour se reproduire. C'est probablement le coup qui s'est déplacé d'un site à l'autre, mais en fait, il y a encore des tas de bâtiments disponibles où il pourrait nicher. Donc non, je pense qu'il n'a pas du tout atteint sa capacité limite. Merci Pierre.